Le 16 octobre 1984, dans la paisible vallée de la Vologne, dans les Vosges, un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemain, disparaît. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé, pieds et poings liés dans les eaux glacées de la rivière. C'est le début de l'une des énigmes criminelles les plus complexes et les plus médiatisées de l'histoire de France. Une affaire qui, 40 ans plus tard, n'a toujours pas livré son coupable. Une histoire de haine familiale, de jalousie sourde, de lettres anonymes signées d'un corbeau et d'une enquête qui s'est transformée en un véritable naufrage judiciaire. Qui a tué le petit Grégory ? La réponse est peut-être cachée dans les replis d'un secret de famille, un secret dont la valeur est inestimable pour ceux qui le protègent. Suivez-nous dans ce labyrinthe de douleurs et de mystères. Et si vous appréciez les enquêtes approfondies qui cherchent la vérité au-delà des apparences, abonnez-vous à Traces perdues et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. L'Épange sur Vologne est un village tranquille, un de ces endroits où tout le monde se connaît, où les portes ne sont pas toujours fermées à clé. La famille Villemain, composée de Jean-Marie, le père, contremaître, et de Christine, la mère, mène une vie simple. Ils viennent de s'installer dans un pavillon neuf, symbole de leur réussite sociale et d'un certain confort financier qui peut-être déjà attise les convoitises. Depuis près de 4 ans, la famille, ainsi que les parents de Jean-Marie, Albert et Monique Villemain, sont harcelés par un ou plusieurs correspondants anonymes, des appels téléphoniques malveillants et des lettres haineuses qui déversent un venin de jalousie. Le corbeau, comme on l'appelle, semble connaître les moindres détails de leur vie. Ce mardi 16 octobre 1984, tout bascule. Vers 17h, Christine Villemain signale la disparition de son fils, Grégory. Il jouait sur un tas de sable devant la maison. Les recherches commencent immédiatement, mobilisant voisins et gendarmes. L'angoisse monte dans la vallée. Puis, à 17h30, un appel anonyme est reçu par Michel Villemain, l'oncle de Grégory. La voix, rauque et triomphante, déclare « Je me suis vengé du chef et j'ai pris son fils, je l'ai mis dans la Vologne ». Le message est glaçant. Le chef, c'est ainsi que le corbeau surnomme Jean-Marie. La nuit tombe et avec elle, l'espoir s'amenuise. Vers 21h15, le corps du petit Grégory est découvert par les pompiers dans la rivière, à 7 km de son domicile. L'enfant porte encore son anorak. Ses mains et ses pieds sont liés par des cordelettes. Une vague de choc et d'horreur submerge la France entière. Le lendemain, une lettre anonyme postée le jour du crime arrive chez les Villemain. Elle revendique l'assassinat. « Ce n'est pas ton argent qui te rendra ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » La haine qui suintait des lettres a désormais un visage, celui d'un enfant innocent sacrifié sur l'autel d'une rancœur obscure. L'enquête qui s'ouvre s'annonce difficile, car le mal ne vient pas de l'extérieur. Il a germé au cœur même de la famille. Face à un crime aussi odieux, la pression médiatique et populaire est immense. Les gendarmes de la section de recherche de Nancy, dirigés par le capitaine Étienne Sesmat, sont chargés de l'enquête. Très vite, les soupçons se portent sur un membre de la famille élargie, Bernard Laroche, un cousin germain de Jean-Marie Villemain. Plusieurs éléments semblent l'accabler. D'abord, le témoignage de sa belle-sœur, Muriel Boll, une adolescente de 15 ans. Le 2 novembre, elle raconte aux gendarmes avoir accompagné Bernard Laroche le jour du crime. Il serait allé chercher Grégory, l'aurait fait monter dans sa voiture, puis l'aurait déposé un peu plus loin. Elle décrit un enfant qu'elle ne connaissait pas, mais dont le signalement correspond à celui de Grégory. Plus troublant encore, des expertises en écriture désignent Bernard Laroche comme le possible auteur de plusieurs lettres du corbeau, bien que les conclusions ne soient pas formelles. Le mobile serait la jalousie, une jalousie maladive envers la réussite de Jean-Marie, son poste de contremaître, sa maison neuve, son bonheur familial. Pour la justice, le puzzle semble s'assembler. Le 5 novembre 1984, Bernard Laroche est inculpé d'assassinat et incarcéré.
L'affaire semble sur le point d'être résolue. Mais c'est sans compter sur un coup de théâtre dévastateur. Quelques jours plus tard, Muriel Boll se rétracte spectaculairement devant le juge d'instruction, Jean-Michel Lambert. Elle affirme que les gendarmes l'ont forcée à mentir, qu'elle a tout inventé. Elle n'a jamais été avec Bernard Laroche ce jour-là. Ce revirement change complètement la donne. Le témoignage clé s'effondre. Sans les aveux de Muriel, le dossier contre Laroche devient fragile. Le juge Lambert, jeune et sans doute dépassé par l'ampleur de l'affaire, est convaincu de l'innocence de Laroche. Il décide de le libérer le 4 février 1985, une décision qui va avoir des conséquences tragiques et qui soulève des questions sur le coût humain d'une justice hésitante. Pour Jean-Marie Villemain, cette libération est insupportable. Persuadé de la culpabilité de son cousin, il annonce publiquement qu'il fera justice lui-même. La machine infernale est en marche et un deuxième drame se prépare. L'affaire Grégory est un cas d'école sur la complexité des relations humaines et les failles du système judiciaire. Les rebondissements sont incessants et chaque nouvelle piste semble ouvrir une boîte de Pandore. Si vous souhaitez comprendre toutes les subtilités de cette enquête hors norme, restez avec nous. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail de recherche et nous aider à produire plus de documentaires de cette qualité. Libéré, Bernard Laroche clame son innocence. Mais pour Jean-Marie Villemain, le deuil est impossible tant que le coupable est en liberté. Consumé par la haine et le chagrin, il met sa menace à exécution. Le 29 mars 1985, il se munit d'un fusil de chasse, attend Bernard Laroche devant chez lui et l'abat à bout portant. Il se rend ensuite à la gendarmerie. « La justice est faite », déclare-t-il. Ce geste désespéré ajoute une tragédie à la tragédie. Jean-Marie Villemain, le père éploré, devient un meurtrier aux yeux de la loi. Il sera condamné en 1993 à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis, une peine relativement clémente qui témoigne de la compassion des jurés pour sa douleur. Pendant ce temps, l'enquête sur la mort de Grégory prend une nouvelle direction, la plus choquante de toutes. Le juge Lambert, après avoir écarté la piste Laroche, se tourne vers la mère de l'enfant, Christine Villemain. Des expertises graphologiques, plus tard révélées comme peu fiables, suggèrent qu'elle pourrait être le corbeau. Des rumeurs, alimentées par un climat médiatique délétère, la décrivent comme une mère infanticide. On parle d'un possible état dépressif postpartum, d'un enfant qui aurait été un fardeau. Le juge Lambert semble convaincu. En juillet 1985, il inculpe Christine Villemain d'assassinat. La France est divisée. Comment une mère pourrait-elle commettre un acte aussi monstrueux ? Pour ses défenseurs, elle est la victime d'une erreur judiciaire effroyable, une femme doublement frappée par le sort, la perte de son fils et une accusation infamante. Pour ses accusateurs, elle est une manipulatrice diabolique. Le traitement médiatique de l'affaire atteint des sommets d'indécence, jetant en pâture l'intimité d'une famille brisée. Le prix à payer pour la vérité semble être la destruction de vies entières. Christine Villemain passera 11 jours en prison avant d'être libérée. Il faudra attendre 8 longues années, en février 1993, pour qu'elle bénéficie d'un non-lieu retentissant pour absence totale de charge. Une décision qui lave son honneur, mais n'efface pas les cicatrices. L'affaire est au point mort pendant des années. Le juge Lambert, surnommé le Petit Juge, est dessaisi du dossier en 1987 au profit du juge Maurice Simon, un magistrat expérimenté qui reprend toute l'enquête à zéro. Il est convaincu que la solution se trouve dans un complot familial et que Bernard Laroche n'a pas agi seul. Il explore méticuleusement chaque détail, mais sa santé décline et il doit abandonner l'affaire avant d'avoir pu la résoudre. Les années passent. Les Villemain, meurtris mais unis, tentent de se reconstruire loin des Vosges. Ils auront 3 autres enfants. Mais le fantôme du petit Grégory hante toujours la vallée de la Vologne. En 2000, puis en 2008, l'enquête est rouverte pour profiter des avancées de la science, notamment les tests ADN. On espère enfin faire parler les scellés, les cordelettes, les vêtements, les timbres des lettres du corbeau.
Mais les résultats sont décevants. Les scellés ont été mal conservés, les analyses ne donnent rien de concluant. On retrouve des traces ADN de plusieurs personnes, mais aucune ne permet d'identifier formellement un coupable. Chaque espoir de voir la vérité éclater grâce à la technologie se solde par un échec, augmentant le fardeau financier et émotionnel de décennies d'investigation. Puis, en juin 2017, coup de tonnerre. 33 ans après les faits, l'enquête connaît un rebondissement spectaculaire. Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de Grégory, sont arrêtés et mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Les enquêteurs, grâce à un nouveau logiciel d'analyse criminelle, Anacrime, ont réexaminé l'ensemble du dossier. Ils avancent l'hypothèse d'un acte collectif, impliquant plusieurs membres de la famille, motivés par une jalousie féroce envers l'ascension sociale et la richesse perçue de Jean-Marie et Christine Villemain. Muriel Boll est également de nouveau mise en examen. L'espoir renaît. Mais une fois de plus, il sera de courte durée. Les mises en examen sont annulées pour des questions de procédure. Le suicide du juge Lambert, quelques jours après ses arrestations, ajoute une note sombre à ce tableau. Dans une lettre d'adieu, il explique ne plus avoir la force de se battre, se sentant responsable du gâchis de l'enquête initiale. Aujourd'hui, l'affaire Grégory Villemain reste une plaie ouverte dans la mémoire collective française. Un enfant assassiné, un cousin abattu, une mère injustement accusée, un juge suicidé et une famille à jamais brisée. Le corbeau n'a jamais été formellement identifié, et le ou les coupables n'ont jamais payé pour leurs crimes. Cette histoire est le symbole d'un échec judiciaire retentissant et d'une folie médiatique qui a broyé des vies. Elle nous rappelle que la haine et la jalousie, lorsqu'elles sont racines au cœur d'une communauté, peuvent conduire au pire. Le secret de la Vologne est-il à jamais scellé? Ou un jour, la vérité finira-t-elle par émerger des eaux sombres de la rivière? Merci d'avoir suivi ce documentaire sur Traces perdues. Le combat des parents de Grégory pour la vérité est une leçon de courage et de résilience. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo pour que la mémoire du petit Grégory ne s'éteigne jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les plus grandes énigmes de notre temps.